Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être au cœur de la nation ce soir autour de la thématique de la maladie à coronavirus 2019. Cette maladie, cette pandémie aujourd'hui dans le monde constitue la 5e cause de mortalité. Au Togo, l'on a passé le cap de la cinquantaine, on en est à 51 décès avant notre entrée en studio. L'actualité donc du Covid-19 au Togo, c'est le sujet de ce jour autour desquels nous avons pour discuter Dr Sesso Zouera. Merci de partager cette discussion ce soir avec nous. Vous êtes médecin et cardiologue. Merci. Et vous nous direz comment les maladies cardiaques peuvent compliquer les cas pour les patients de Covid et aussi comment l'infection au coronavirus 2019 peut induire des maladies du cœur aussi. On en a sous nos yeux les cas que vous gérez. Si. Merci madame de nous avoir invités à participer à ce panel et à partager à nouveau tout ce qui est information autour de cette pandémie et aussi partager quelle est la relation de cette pandémie avec les maladies cardiovasculaires dont nous prenions en charge habituellement. C'est cela. Il faut dire que vous êtes médecin second référent, c'est comme ça que vous le dites, au centre de prise en charge de Lomé Commune. Si, je suis le médecin cardiologue du CHR Lomé Commune, mais à cause de la pandémie, nous avons été répartis dans d'autres centres, mais je reste toujours la cardiologue référente qui vient aider dans la prise en charge, surtout des patients porteurs de pathologies cardiovasculaires hospitalisés au CHR. Merci de partager la discussion, comme vous l'avez dit tantôt. Nous avons également professeur Kassan Kognon Yao. Bonsoir professeur et merci d'être sur notre plateau. Vous êtes professeur agrégé de santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. Merci de participer autant à la sensibilisation des populations sur cette thématique. Merci également pour cette invitation. Je vous en prie. Alors les chiffres, les chiffres en fait par rapport au Covid, à ce jour au Togo, ils sont depuis 14 jours, selon ce qu'on apprend, en progression. Les chiffres galopent peut-être vers les 500 cas actifs. Hein. Bon, ce qu'on peut dire à la date du 14, c'est-à-dire les données qui sont sorties hier, 15 octobre 2020, montrent qu'au total, depuis le début de la pandémie, nous avons eu 1996 cas confirmés positifs. Bientôt, on galope vers les 2000 cas cumulés. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, quand on analyse ces cas, on se rend compte que, bon, vous avez déjà dit qu'il y a eu 51 décès. Et quand on analyse les cas, on se rend compte que depuis ce que nous disons la 30e semaine, qui correspond à peu près au 20 juillet 2020, le nombre de cas a augmenté et n'a pas suffisamment chuté. Et avant le 20 juillet 2020, on avait à peu près 1 cas par jour, ce qui faisait à peu près 7 cas par semaine. Et à partir du 20 juillet 2020, qui correspond à la période de Tabaski, à la période de certaines fêtes dans la région de la Kara, on est parti de 1 cas à 2 cas par semaine, ce qui faisait à peu près, selon les données statistiques, à peu près 14 cas par semaine. Et puis on est arrivé un peu plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, on est arrivé à un maximum de 141 cas dans une semaine. Et quand on divise 141 par 7, ça fait à peu près 20 cas. Mais depuis ce 141 cas, ça a diminué progressivement, mais c'est resté en plateau, autour de 13 à 14 cas par semaine. Par semaine? Par semaine, 13 à 14 cas par semaine. Si on traduit ça en termes de succès ou de performance, on peut dire que si on voit ce qu'on appelle le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide, nous pouvons dire que le gouvernement, l'État est arrivé à stabiliser le nombre de cas. Pas plus de 13 à 14 cas
par semaine. Par contre, quand on voit les chiffres de la période du 29 septembre au 12 octobre dernier, j'ai cherché un peu, j'ai vu que juste sur cette dernière quatorzaine, on a quand même enregistré 197 cas. Oui, si vous divisez 197 par 2, vous trouvez autour de 100. Oui, autour de 100 par semaine. Par semaine, et vous divisez 100 par 7, vous allez trouver autour de 13. C'est comme ça que je fais mes calculs. Donc, depuis 2 semaines, on n'a pas dépassé. 13 par jour, il faut le dire, ce n'est pas par semaine, c'est par jour. Oui. Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien vu la population togolaise qui se concentre beaucoup plus à Lomé. Alors, par rapport à ces nouvelles infections, à ces statistiques que l'on a, par rapport à la dernière quatorzaine, 197 cas entre le 29 septembre et le 12 octobre, est-ce qu'on a des zones d'incidence, des zones de concentration beaucoup plus? Docteur Sesso, peut-être? Si nous revenons sur les 3 dernières semaines, si vous regardez les courbes, on se rend compte que dans le Grand Lomé, nous sommes à 228 cas sur les 3 semaines. Vous voyez, ce nombre est plus élevé aujourd'hui. Le foyer de concentration où la contamination est plus élevée reste le Grand Lomé. Le Grand Lomé. On a pu circonscrire l'infection au niveau de la région centrale, au niveau de la région des Savanes. Aujourd'hui, sur les 3 dernières semaines, c'est plutôt dans le Grand Lomé que les cas de contamination restent très élevés. C'est cela. Alors, nous avons un responsable communal sur le plateau, M. Bolor Kofi Jean. Vous êtes maire d'Agoignivé 2, donc à Legbasito, qui est dans le Grand Lomé, et donc qui est concerné par ce pic des infections dans votre zone. Je ne sais pas si on a les statistiques par zone, à Legbasito. Non, mais qu'en est-il? Le cas est général pour toute la ville de Lomé. Donc, vous avez constaté que lorsqu'il y a un événement où on hésite à laisser faire ou à interdire, le cas de Tabaski, vous voyez qu'après Tabaski, les chiffres nous montrent que vraiment il y a une flambée. Cela veut dire que la sensibilisation porte ses fruits. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut faire en sorte qu'on puisse continuer la sensibilisation. C'est vrai qu'après pratiquement 8 mois, 6 mois, 7 mois, les gens se disent que bon, il peut y avoir un relâchement, mais il faudra qu'au niveau des communes, au niveau de Grand Lomé, qu'on puisse maintenir ce cap pour pouvoir vraiment réduire. Au lieu de 13 cas, on peut encore baisser ce chiffre-là. Oui, parce qu'entre-temps, on avait quand même réussi à stabiliser, comme le professeur Kassan Cognon l'avait dit, on était plutôt content des jours sans cas, et des jours sans infection. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On n'a plus eu, dernièrement, sur les 2-3 semaines, d'événements majeurs qui aient occasionné de grands rassemblements. Comment est-ce que, docteur Sesso, on peut comprendre que les infections, ça monte, alors que la sensibilisation ne fléchit pas? On est toujours sur le terrain à rappeler aux populations. La TVT fait sa part aussi. Si. Et pour ça, nous félicitons les journalistes, la télévision, les radios. Ça fait plus de 3 mois que moi je suis dans le système, dans l'équipe de sensibilisation. Nous continuons à sensibiliser. Mais il y a toujours une proportion de population qui nie la maladie. Les gens, c'est vrai, ça fait 7 mois que la pandémie, nous luttons contre cette pandémie à Lomé, mais il y a un certain nombre de personnes qui disent que la maladie n'existe pas. Non, c'est pas encore passé par eux. Donc pour bien qu'il y ait des malades, des guéris de la maladie qui soient passés. Si, je pense que c'est le nombre de guéris aussi qui les réconforte en se disant, bon, même si la maladie existe, il y a... On n'en meurt pas autant qu'on en guérit. Et pourtant, on en meurt. Et puis, c'est vrai, la sensibilisation continue, mais les gens ne respectent pas les mesures barrières de protection, d'hygiène, des mesures d'hygiène qui sont mises en place. Maintenant, la troisième raison pour moi, ce qui est évidente, aujourd'hui, nous sommes passés à la transmission communautaire.
C'est-à-dire la transmission communautaire, c'est que tout le monde peut être porteur de virus. Tout le monde. Qui veut dire qu'on peut peut-être être positif un jour et sans savoir forcément qu'on a chopé le virus. Si ça existe, la preuve c'est qu'à l'aéroport, vous voyez quelqu'un, il est bien portant, il ne touche pas, il n'a aucun signe. Juste pour aller pour voyager, il a fait son test et on se rend compte qu'il est positif. Vous voyez, en un mois, le mois dernier, au mois d'août, on a, disons, presque 80 personnes asymptomatiques qui ont été testées quand même positives au Covid-19 juste en allant faire son test. Vous voyez, donc la transmission, nous sommes à la transmission communautaire. Cela devrait renforcer aujourd'hui la prévention au niveau des populations, le port de masque, le lavage assez régulier, parce que finalement, comme on le dit, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est porteur. L'état physique sain de quelqu'un ne détermine pas son statut quant à ce virus-là. Si les gens pouvaient nous écouter, chaque fois, nous essayons de rappeler le respect strict de ces mesures barrières, mais c'est ce qui ne... il y a d'autres qui ne respectent pas et la contamination ou la maladie progresse comme nous l'avons constaté. C'est cela. Avec les chiffres. Alors, professeur, vous avez autre chose à rajouter par rapport à ce qui fait que les chiffres sont en augmentation malgré la sensibilisation qui se fait? Je reprends les chiffres là. Je reprends que depuis pratiquement 12 semaines, c'est à peu près 13 cas par jour. Oui. Ce qui n'est pas rien, professeur. Oui, j'appelle ça stationnaire. Ça veut dire que, comme le maire l'a dit, il y a des efforts qui sont faits et que ça n'explose pas. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester sur nos lauriers. Maintenant, pour ce que je peux ajouter, la transmission communautaire, c'est ça le grand problème. Ça veut dire que les gens sont bien portants. Bon, il faut retenir que sur 100 personnes qui sont testées positives au Togo, on a 80 à 85% qui ne sentent aucun signe. Bah, ils sont là, comme vous et moi, sans problème, sans tout, aucun signe. Voilà. Donc c'est ça qui fait que souvent les gens sont infectés maintenant sans s'en rendre compte. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est ce que viennent de dire les autres. Ça veut dire qu'il faut vraiment appliquer les mesures barrières, en particulier dans des espaces que nous disons confinés où là, le risque de transmission est plus élevé. C'est cela. Et les gens souvent ne le respectent pas. Voilà ce que je peux dire. C'est ça. La force anti-Covid est déployée sur le terrain à l'Egbasito et dans les autres communes. Est-ce que vous, en tant que maire, vous donnez des consignes particulières quant à l'heure des centres sur le terrain, de sévir, de verbaliser? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des épisodes, on verbalise, mais après, on relâche encore pour sensibiliser. Et puis voilà. Vous donnez des consignes par rapport au port obligatoire de masque dehors? Non, on a passé de l'étape de la sensibilisation, on a couplé l'étape de la sensibilisation avec l'étape de la verbalisation. Parce que on a constaté que, la sensibilisation c'est bon, mais lorsque vous tournez dos, en même temps les gens ne respectent plus les barrières. Alors c'est comme les feux tricolores, les gens au début respectaient parce qu'il y avait l'agent là. Les gens ont leur masque en poche et puis c'est quand ils voient des agents qu'ils mettent comme si on mettait le masque pour quelqu'un. Non, c'est pour dire que lorsque les lieux de contamination sont plus les lieux de regroupement, comme vient de le dire le docteur, les marchés, les bars et surtout les funérailles. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation pour que les gens puissent respecter. Mais au marché, les bars, vous voyez que c'est difficile pour les gens de pouvoir maintenir. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment faire en sorte que la force Covid soit en permanence au niveau des marchés, au niveau de ces funérailles, pour dissuader les gens et pour faire en sorte que les gens puissent respecter ces mesures. Cela veut dire que si sans la force, vraiment, le taux sera beaucoup plus
élevé que ça. Est-ce qu'au niveau communautaire, communal, on ne peut pas peut-être réfléchir autrement à la tenue des marchés? Je ne sais pas si c'est multiplier les jours d'animation des marchés ou alors avoir plus d'entrées pour des marchés qui sont clôturés, je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau, vous réfléchissez? L'État réfléchit, on a pris des dispositions, mais comme vient de le dire Madame le docteur aussi, c'est que le nombre de guérisons, les gens pensent qu'avec ce nombre, il n'y a pas trop de risques. Oui, mais les gens en meurent aussi, il faut leur dire que les gens meurent. Maintenant, il faut que quelqu'un qui soit là, pour par exemple le cas du marché, lorsque la bonne femme vient vendre peut-être 5 000 francs par jour, et elle est obligée de payer 3 000 francs pour pouvoir, parce qu'elle n'a pas porté de bavette, vous comprendrez que demain, elle va respecter, elle va porter sa bavette. C'est la même chose au niveau des funérailles. On a dit que vous ne pouvez pas dépasser 15. Même si vous allez dépasser 15, vous devez respecter la distanciation. Et que si les soldats sont là pour vraiment vous dire que vous devez respecter ça, bon, ils arrivent à le faire. Donc c'est pour dire que la force Covid a beaucoup contribué à maintenir ou à faire en sorte que les gens puissent respecter ces mesures. Alors, professeur Kassan Kogno, comment est-ce qu'on peut faire pour passer de ce respect obligé, forcé des mesures barrières à une vie dans laquelle on accepte que l'on respecte volontairement les mesures barrières parce que l'on comprend le bien fondé de la chose. Il n'y a que comme ça, je pense, que cela pourrait marcher. Okay. Quelle stratégie adopter encore pour que les populations assimilent mieux la chose, comprennent mieux qu'on n'a pas besoin d'être derrière elles pour qu'elles respectent les gestes barrières, ne pas se rassembler, ne pas faire de grandes funérailles, ne pas faire de grandes fêtes, etc. La rentrée aussi qui s'annonce. En général, il faut que chaque personne se dise que j'applique les mesures barrières pour me protéger moi-même. Bon, ce que moi j'ai personnellement constaté, quand je circule dans la ville, les gens ne sont pas suffisamment informés en tant qu'individus sur les risques qu'ils encourent à différents endroits. Donc, comme l'a dit le maire, tant qu'il n'y a pas une force pour verbaliser, les gens se disent que ce n'est pas la peine que je porte le cache-nez. Donc, en principe, ils pensent que porter le cache-nez, c'est pour l'autre. Voilà. Mais en fait, il faut que nous arrivions un jour à dire qu'il faut porter le cache-nez pour soi-même, pour sa propre santé. Ça, on le dit assez aussi, non? Il faudrait qu'on arrive à percuter, à l'assimiler, à l'accepter, c'est ça? Oui, donc moi je me dis qu'il faut peut-être une sensibilisation plus proche. Je pense déjà à la rentrée scolaire où peut-être passer régulièrement au niveau des établissements de soins pour expliquer dans les classes les risques que chaque élève encourt pour qu'il puisse être suffisamment sensibilisé. Je reviens un peu au marché. Quand je vois les marchés, je vois deux aspects. Quand on rentre dans un marché, il y a d'autres espaces qui sont encore plus confinés. C'est-à-dire qu'il y a des vendeuses qui ont des kiosques. Et quand tu rentres là-bas, ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui pouvait transmettre, ton risque est encore plus élevé. Donc, dans les marchés, il faut faire cette distinction pour que les gens, en rentrant dans des espaces plus confinés où je vais acheter des pagnes, je vais acheter quelques spaghettis, etc., que je regarde combien de personnes sont à l'intérieur, etc. Avant de rentrer, comme on fait comme dans les autres services, dans les bars et dans les banques, où il y a quand même un nombre de personnes limitées qui est autorisé à l'intérieur quand les autres sortent avant que d'autres ne rentrent. Il faut peut-être expliquer ça autrement. Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer, monsieur le maire, sur les agents de santé communautaire qui circulent dans la communauté et qui sont à même d'aider les populations à décliner vraiment les mesures barrières dans leur quotidien? Des fois, c'est aussi l'ignorance. Non, c'est vrai. On s'appuie sur toutes ces couches sociales pour pouvoir passer le message. Mais j'aurais voulu de temps en temps qu'on passe les malades, que les malades témoignent. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de voir comment les gens souffrent sur les lits d'hôpitaux
Donc cela veut dire que bon, quelqu'un est guéri, il passe son message, mais il est guéri. On aurait voulu voir des malades. Des malades. Les personnes qui s'attendent peut-être à voir des malades témoigner, peut-être juste une question, hein, est-ce que ces personnes accepteraient, elles, malades, de s'afficher comme ça dans leur état de dénuement? Lorsque le sida faisait rage et qu'on passait les malades de sida, tout le monde réfléchissait par 2 fois avant d'agir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait de sida, il y a quelques images, mais on ne mettait pas l'accent sur les images. Lorsque quelqu'un, vraiment, ce n'est pas bon, mais quand même, ça édifie, ça forme et ça sensibilise. Lorsqu'on voit un malade en train de vraiment de souffrir, là, on commence à réfléchir, mais écoute, ça existe. Alors l'autre problème peut-être qui décourage certaines personnes qui auraient bien voulu participer à la sensibilisation, qui les décourage dans leur volonté de témoigner, c'est aussi cette stigmatisation qui suit derrière. Dans le quartier, dans la maison, on n'est plus la personne à approcher, on est la famille à mettre à l'écart. Vous voyez que c'est un peu un cercle complètement vicieux qui est compliqué, hein, docteur? Si, il y a la stigmatisation qui n'a pas lieu d'être, parce qu'une fois que vous êtes guéri, vous redevenez comme quelqu'un qui n'a pas été malade. Hein. Peut-être même que la personne qui vous stigmatise, elle est positive sans savoir. Voilà, puisque les gens ne vont pas spontanément se faire dépister. Moi, je pense que cette stigmatisation, ça n'a pas lieu d'être. Au passage, je salue, parce qu'il y a une publicité comme ça sur la TV, pour sensibiliser les uns et les autres sur ceci. Alors, on a dit, on a rappelé, hein, peut-être sans doute on va le rappeler encore vers la fin, tout ce à quoi chacun d'entre nous doit s'engager pour participer, pour faire sa part, pour briser l'élan de progression du Covid-19, mais nous intéresser aussi à vous qui êtes là-bas au centre de prise en charge par rapport aux patients qui ont des maladies du cœur, par exemple. Vous êtes cardiologue. Est-ce qu'il est arrivé, pour préciser encore aux personnes qui nous suivent et qui auraient ce que vous appelez des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, pour leur rappeler à elles précisément, aussi bien qu'à d'autres, de faire attention? Est-ce qu'il est arrivé des cas où des personnes positives au Covid-19, leur cas a été compliqué parce que présentant déjà des antécédents de maladies cardiovasculaires que vous avez gérés? Si. Je vais commencer en expliquant que dans l'organisme, il y a tout un ensemble de systèmes de régulation à la fois à tous les niveaux. La régulation de la tension artérielle, la régulation de la glycémie, de la vision. Donc, un patient qui est porteur d'une maladie cardiovasculaire a son système cardiovasculaire anormal, déréglé. C'est pour ça qu'il a cette maladie-là. Maintenant, deuxième explication, un patient qui est infecté par le coronavirus. Le coronavirus dans l'organisme peut être fonctionnel et entraîner tout ce qui est symptômes, va se lier à ce que nous on appelle en termes médical une enzyme qui s'appelle la CE2. La CE2 est une enzyme de contre-régulation du système cardiovasculaire. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Le coronavirus, déjà aussi, dérègle le système cardiovasculaire pour être actif. Avec une enzyme qui dérègle le système cardiovasculaire. Pour être actif. Si. Mais déjà, si on a déjà le système déréglé d'avance. Une fois qu'on est infecté par le coronavirus, vous voyez que le dérèglement est accentué. Ce qui explique, ou bien ce qui, si je peux dire, explique, ces patients, les patients porteurs de maladies cardiovasculaires, tout le monde est à risque d'être contaminé, d'être infecté, mais eux, ils ont un risque plus élevé. Parce qu'ils ont déjà leur système fragilisé. Et ils feront des signes, disons les symptômes tels que la difficulté respiratoire, la toux, la douleur à la poitrine, les palpitations seront plus intenses chez ces patients-là. Mais non, un patient dont la maladie cardiovasculaire est très sévère, ce sont eux qui feront les formes sévères de Covid-19.
Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Maintenant, au Togo, si je reviens sur le CHR Lomé commune, aujourd'hui, nous sommes à presque 500 hospitalisés. Oui. Et sur les 500, la proportion des patients infectés Covid-19 et porteurs des maladies cardiovasculaires représente plus du tiers de ce nombre-là. Donc, à peu près, nous sommes à 170 personnes infectées par le Covid-19 et porteurs de maladies cardiovasculaires. Alors, quand on parle de maladies cardiovasculaires, est-ce qu'on peut faire rapidement une parenthèse pour que vous nous précisiez ce dont on parle? Si, les maladies cardiovasculaires regroupent toutes les affections qui touchent à la fois le cœur et les vaisseaux, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, des patients qui font, nous on dit infarctus du myocarde, mais c'est tout ce qui est crise cardiaque, des gens qui auront des gros cœurs. Donc des gens qui ont des maladies liées au fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Des vaisseaux sanguins. C'est tout. Okay. Voilà. Donc, c'est ce que j'explique. Sur ce nombre, sur ces 170 personnes infectées et porteurs de maladies cardiovasculaires, plus de 30 personnes ont fait des formes sévères de Covid-19. Vous voyez, c'est important. Oui. Donc, quand on revient là-dessus, on se rend compte que la maladie cardiovasculaire reste un facteur de risque de coronavirus. Parce qu'on aurait appris même que sans avoir déjà de maladie cardiovasculaire, après une infection peut-être sévère au coronavirus, on peut développer, ça peut induire une maladie cardiaque. Oui, parce que le coronavirus, c'est un virus qui peut attaquer directement le cœur, plus le muscle cardiaque, entraîner ce que nous on appelle une inflammation du muscle cardiaque, la myocardite. Ça s'exprime comment? C'est un patient qui a une douleur à la poitrine, une difficulté à respirer, il peut avoir un édème généralisé de tout le corps. Édème, c'est inflammation? Sinon, c'est des plaies qui s'enflent, le ventre un petit peu qui s'enfle, l'eau dans les poumons, la personne va tousser, la personne aura une difficulté à respirer, à peine marcher sur une distance. La personne s'essouffle, est obligée de s'asseoir, prendre de l'air, respirer avant de reprendre la respiration. Je ne sais pas si vous voyez, le virus peut attaquer directement ou passer par cette enzyme dès le départ que j'avais expliqué. Maintenant, si on revient, on s'attaque un peu sur les patients décédés. Oui, est-ce que j'allais vous demander si vous avez géré des cas qui, malheureusement, se sont mal achevés, des personnes qui ont eu des complications cardiaques? Sur les 51 personnes décédées de Covid-19, si j'ai bonne mémoire, parce que c'est publié, parce que tout patient qui décède de coronavirus a un dossier médical bien détaillé. Sur les 51 personnes décédées, il y a 21 personnes qui étaient hypertendues, 14 personnes étaient diabétiques, 7 personnes étaient obèses, 2 personnes auraient fait des AVC, ischémiques ou hémorragiques, une personne était porteuse d'une insuffisance rénale au stade terminal, une personne était tabagique. Vous voyez, il y a un enfant qui portait une malformation congénitale cardiovasculaire. Vous voyez, les maladies, les comorbidités cardiovasculaires représentent vraiment une proportion et qui expose ces patients à des formes plus sévères et qui peuvent aboutir à la mort. Et je n'ai pas fini, je voudrais aussi refaire un point parce que le virus à Covid, une fois dans l'organisme, va accélérer le processus de la coagulation du sang. Le sang devient très épais, se coagule, forme des caillots et ces patients... Alors on a besoin que le sang soit dans ce pour circuler. Oui. Et ces patients feront ce que nous appelons des embolies pulmonaires. Ce sont des pathologies graves. Les embolies, c'est que le sang coagule et bouge peut-être... bouge une artère au niveau pulmonaire. Vous savez, au niveau des artères, les artères sont des vaisseaux sanguins nourricières de l'organisme. Donc, c'est à travers ces vaisseaux que le sang passe et apporte de l'oxygène. Donc, une fois que l'artère est bouchée, le sang ne passe plus, donc manque d'oxygène et la personne aura une difficulté à respirer.
dernier, disons, mécanisme, ce virus va aussi entraîner un dérèglement de tout ce qui est régulation des lipides et ça va aboutir à une augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Or, plus vous avez du cholestérol, le cholestérol ira boucher ces artères et vous feriez forcément les complications telles que les AVC. Donc tout ça, là, c'est le Covid qui peut faire ça. Si, le Covid. Et un dernier point pour finir, il y a, si je reviens dans la prise en charge des patients Covid-19, les traitements utilisés tels que la chloroquine. C'est vrai, la chloroquine fait des merveilles, mais la chloroquine a des effets indésirables cardiovasculaires. Ça va entraîner tout ce qui est trouble du rythme, le cœur va battre de façon anarchique ou battre lentement et aboutir à une mort subite, ou entraîner tout ce qui est diminution de la performance du muscle cardiaque. Tout ça, c'est pour ceux qui, en fait, font de l'automédication, entre autres. L'automédication, mais pour dire que, bon, il n'y a pas une étude qui a été vraiment faite au CHR Le Moucommune, mais selon mes observations, les observations, ils ont eu plus d'effets digestifs. Okay. Mais pas, Dieu merci, on n'a pas eu des cas qui ont... Mais ça les a aidés quand même à juguler. Si, aujourd'hui, on ne nie pas la chloroquine. Il y a une étude qui a été faite juste cette semaine, une étude que j'ai vue à l'international qui vante encore un peu plus dans la polémique généralisée de chloroquine ou pas chloroquine, qui vante un peu quand même encore les mérites de la chloroquine. C'est eux qui disent. C'est vrai que nous, on est là, on observe, on regarde tout ce qui est fait de l'autre côté. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est que le seul médicament dont nous disposons pour... Et qui vous aide. Si, et le Togo a commencé, le Togo, dès le début de la pandémie, s'est lancé aussi dans la recherche. Ce n'est pas comme si on avait croisé les bras sous nos cieux. Dans un instant, nous en parlerons également, même qu'on annonce le début d'essais cliniques au Togo sur lundi prochain. Mais restons dans le milieu hospitalier, là. Professeur Kassan Kognon, aujourd'hui que l'on entend parler de Covid-19 et que l'on nous invite à ne pas systématiquement aller à l'hôpital quand on croit avoir des signes, le message, il est aussi perçu autrement, puisque les autres maladies dont nous souffrons généralement n'ont pas attendu que le Covid fasse son show avant de revenir, elles aussi, au devant de la scène. Le paludisme, les maladies cardiaques, comme vous le disiez, les infections, mais on a comme l'impression qu'il y a des gens, les gens ne vont plus aussi régulièrement à l'hôpital pour ces maladies-là. Est-ce que vous l'auriez constaté? Parce que nous, on a fait un tour aussi au service infectieux du CHU Sylvanus Olympio, que nous avons quand même trouvé un peu plus désert qu'habituellement. Est-ce que, professeur Kassan Kognon, vous avez fait le parallèle aussi? Vous avez fait l'analyse? Bon, je n'ai pas fait de parallèle. Bon, mais j'ai circulé dans certaines formations sanitaires, donc de soins, ces derniers temps. Et j'ai constaté qu'il y a quand même quelques activités qui se font. Et comme je n'avais pas le niveau d'activité auparavant, il est difficile pas comparer, de comparer. Mais ce que vous venez de dire, si on prend le service des maladies infectieuses, il faut voir la part de la peur d'être contaminé et la part du fait que je n'ai pas assez d'argent, compte tenu du fait qu'il y a un impact économique de la maladie à Covid-19 sur le revenu des gens. Et comme ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils ne vont pas obligatoirement au niveau des formations sanitaires. Je sais que l'équipe du professeur Ekwevi, avec un financement du PNUD, a fait une étude un peu sur les effets socio-économiques de la Covid-19 au Togo, mais je n'ai pas les résultats. L'INSEAD également a fait une étude sur l'impact de cette maladie sur les ménages et ça a effectivement relevé un fort impact. On peut aussi parler de la part aujourd'hui du port de masque, ça serait plutôt positif. Tout le monde est en masque aujourd'hui, donc on se dit peut-être qu'il y a des infections que l'on a, souvent des petits rhumes qui circulaient, des maladies que l'on a avec la poussière que l'on n'a plus forcément. C'est peut-être aussi l'autre côté positif, hein, peut-être, je ne sais pas, professeur ou docteur.
Bon, je peux dire un mot sur ça. Quand le gouvernement a décrété le port obligatoire des cache-nez, je me suis dit bravo, ça permettra de réduire. Si vous voyez, quand il y a le feu rouge et que les véhicules, que ce soit des motos ou bien des autos, s'arrêtent là-bas, il y a tout un la fumée avec plein de particules fines. Que ça va réduire toutes ces maladies peut-être pulmonaires. Mais il faut des études pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais c'est l'impression que j'avais que c'était une bonne chose. Mais toujours, c'est une bonne chose, mais je voulais ajouter que le port du masque aussi a entraîné d'autres problèmes. Hein. Vous avez dit les allergies. Il y a des gens qui font des allergies au masque. Vous êtes obligé de... Surtout nos soignants, vous devez changer assez régulièrement. Si, chaque 3-4 heures, il faudra changer votre masque. Il y a pas mal qui ont des allergies au visage. On éternue beaucoup parce qu'on ne sait pas les produits utilisés pour la fabrication ou pour la confection du masque aussi. C'est vrai, ça fait du bien, mais aussi... Oui, mais ça, c'est quand on ne respecte pas peut-être les précautions d'emploi, changer régulièrement, mais pas forcément avoir un masque sur 3 jours qu'on ne lave pas, ou alors qu'on ne le jette pas. Ceux-là, même là, tu portes, mais tu es allergique à certaines choses qui sont... Mais on est un peu obligé aujourd'hui de faire ça. On est obligé de porter, mais là, il faut chercher le masque adapté, ce qu'on arrive à supporter. Ce n'est pas parce qu'on fait une allergie qu'on doit laisser tomber. Non. C'est cela. Et rappeler aux populations également que ce n'est pas parce qu'il y a Covid à l'hôpital qu'il ne faut pas aller à l'hôpital pour les autres pathologies, parce que sinon, on en mourra. Bon, peut-être qu'il faut dire, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a Covid à l'hôpital. C'est dans la conscience collective, c'est l'opinion de la rue, oui. Comme vous êtes de la communication, donc des médias, si c'est ce qu'ils vous disent, peut-être que ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Mais, la plupart de ceux qui sont contaminés, ce n'est pas à l'hôpital qu'ils ont été contaminés. Moi, j'ai l'impression beaucoup plus que peut-être les gens ont peur qu'en allant à l'hôpital, on découvre le Covid-19 et qu'on puisse les garder. C'est l'impression que j'ai, mais aucune étude n'a été faite pour que je puisse dire que cette impression est juste ou non. Docteur, vous partagez l'impression? Si, je le partage parce que moi j'ai eu dans ma pratique une dizaine de personnes à qui j'ai proposé, vous savez, toute la symptomatologie liée au Covid-19 reste des symptômes que nous reste des motifs de consultation en cardiologie. Donc, une fois qu'un patient arrive et qui a une difficulté respiratoire et qui tousse un petit peu, il est fébrile, tu lui proposes le test, il refuse tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix de faire le test? Oui ou pas? Quand vous recevez quelqu'un en consultation, est-ce que l'opinion de la personne est nécessaire pour le faire le test de Covid-19 quand on se sent un peu? Il faut faire le counseling, il faut expliquer, rassurer le patient qu'en allant faire le test ou en faisant le test, même si on vous dépiste ou on découvre que vous avez la Covid-19, ce n'est pas une fatalité, vous serez pris en charge, donc il faut travailler la personne afin qu'elle accepte volontairement de se faire dépister. Mais il y a d'autres, malgré tout ce que tu lui diras, il refusera, il prendra son sac et... Si c'est le test de Covid qui a fait, elle préfère rentrer chez elle. Si, on a eu plusieurs situations comme ça, mais il y a d'autres spontanément acceptent. Toute la famille préfère aller faire le test et être tranquille. Et tranquille, parce que plus tôt l'on découvre que l'on est infecté, plus on se fera suivre et puis qu'on évitera d'arriver aux complications. Plus vous avez la chance d'être prise en charge précocement et de guérir. Mais si vous avez la maladie et vous restez chez vous, vous ne faites que compliquer votre état de santé. Et en arrivant au stade avancé dans les formes sévères, il y a moins de chances d'être guéri et plus de risques, si je dirais, de passer peut-être au décès, parce que la gestion, la prise en charge des formes sévères reste très très difficile. Compliqué. Il faudra mettre des patients sous respirateur, puis parler. Franchement, je reviens à la proposition de Sonoronowski
demandent à ce qu'on montre un patient hospitalisé sous respirateur. Qui souffre vraiment, pour que les gens sachent ce dont on parle. Pour que les gens se rendent compte que c'est vrai, beaucoup guérissent, mais il y a d'autres qui passent par des étapes qui ne sont pas aussi faciles avant de guérir ou mourir après. Voilà. C'est complètement réfléchir autrement, à sensibiliser la population, c'est complètement à ça que l'on aboutit finalement. Et ce que je voulais dire par là aussi, regardez ce qui s'est passé en Chine. Lorsque à la télé on montrait les cadavres, on construisait des cliniques mobiles, on ne savait là où déposer, tout le monde, ça a alerté tout le monde entier. En France aussi, on alignait les cercueils un peu partout, en Italie, ainsi de suite. Mais regardez, pendant la saison, l'été, où il y a un peu d'accalmie, tout le monde, on a oublié même l'image qu'on avait de l'hiver. Et vous voyez que ça repart en Europe. Et c'est la même chose. Je suis d'accord que l'intervention du docteur montre combien de fois il ne faut pas seulement mettre l'accent au niveau de la sensibilisation sur le respect seulement. Dire aux gens que si vous avez des problèmes, il faut aller à l'hôpital. Parce que nous, dans la sensibilisation, porter les masques, laver la main, faites ceci, et même dormir sous moustiquaire, parce que l'expérience a montré que les gens qui n'ont pas de maladie grave, lorsqu'ils sont atteints de Covid, ils s'en sortent mieux que les gens qui présentent, comme vient de le dire Madame. Bref, les gens qui ont une immunité assez forte, leur organisme arrive à... Donc il faut passer le message qu'il faut maintenant vraiment dormir sous moustiquaire, ne pas laisser son organisme, fragiliser son organisme, de telle sorte que vraiment l'organisme soit en mesure de pouvoir mieux lutter contre la pandémie. C'est cela. Il serait intéressant aussi d'orienter la sensibilisation dans ce sens aussi. C'est cela. Donc d'aller à l'hôpital, de ne pas avoir peur de l'hôpital. Comme le professeur Kassan-Cognon l'a dit, le Covid-19 n'est pas à l'hôpital et attend d'infecter les gens, d'attendre d'infecter. Alors, parlons de cette peur d'aller à l'hôpital, finalement, si les gens restent à la maison et que ça développe les maladies, elles développent d'autres maladies et qu'on vient en consultation, en urgence après, et qu'on découvre que c'est le Covid. Est-ce que vous avez géré des cas qui ont mal tourné du fait que la personne soit venue trop tard à l'hôpital? Je disais tout à l'heure qu'on a eu des gens, il y a cette peur de venir à l'hôpital qui fait que le patient n'arrive pas. Il y a le retard dans la prise en charge. Ils ont peur, mais lorsque ça s'aggrave, ils arrivent quand même. Ils arrivent quand même. C'est paradoxal. Donc, ils arrivent quand même. C'est pas comme si elles avaient une solution à la maison. Non, ils n'en ont pas. Ils arrivent quand même. Et en arrivant, si vous arrivez, on fera de notre mieux. D'abord, il y a, disons, un processus de prise en charge des patients une fois que vous arriviez aux urgences. Si vous présentez une difficulté respiratoire et tout ça, la première condition, c'est de vous tester. On fait le test, on attend le résultat, mais ça n'empêche qu'on vous prenne en charge. Donc on commence quand même le traitement, vous l'avez dit, à part le Covid, il y a nos pathologies. Donc vous jugulez toutes les maladies, pour renforcer la personne. Si, en respectant surtout les maladies, disons les mesures barrières, parce que si le patient, c'est vrai, est testé, peut-être que le test va revenir négatif, et le patient est en train de te faire une embolie pulmonaire, qui est une maladie grave, dont le pronostic, tout de suite, le pronostic vital peut être mis en jeu. Donc on commence quand même le traitement de nos pathologies, tout en ayant à l'esprit que ça peut être un cas suspect de Covid-19. Il faut vraiment respecter les mesures barrières.
Mais merci pour le gros boulot que vous faites là-bas. Au CHR, merci à tout le personnel soignant engagé sur les fronts dans tout le pays. Au Togo, comme je l'avais dit, on n'a pas croisé les bras. Hein. On n'a pas croisé les bras, on fait de la recherche également. Vous savez que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, les deux se sont mis ensemble dès le début de la pandémie au Togo pour réfléchir ensemble à trouver une solution. Et entre-temps, on avait eu vent de difficultés pour assembler les conditions pour des essais cliniques. Les conditions sont réunies. Bonne nouvelle donc pour la lutte contre le Covid au Togo et la recherche. Les essais cliniques pourraient commencer, devraient commencer lundi prochain. Nous avons pu, dans un sujet de Luc Assis, avoir une interview du président du conseil scientifique. Nous vous proposons de suivre et l'on revient juste derrière. L'Université de Lomé, de début de la pandémie, a essayé de trouver des solutions endogènes, c'est-à-dire des solutions locales pour apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus. C'est ainsi que l'Université de Lomé a fait appel à les tradithérapeutes pour mettre à disposition des produits qui pourraient être utilisés pour traiter éventuellement le coronavirus. À partir de cela, on a procédé d'abord à une sélection d'un certain nombre de produits de traitement traditionnel et nous en avons retenu 4 sur la centaine à peu près reçus et nous allons procéder maintenant à une étape supérieure qui consiste à faire un essai thérapeutique. Donc l'essai thérapeutique consiste donc à ce que nous appelons randomiser les patients, à donner le traitement aux patients par un tirage au sort et nous avons au total 4 phytomédicaments qui sont issus des tradithérapeutes et puis un médicament qui est le médicament de référence qui est à base d'hydroxychloroquine, azithromycine, qui est le traitement actuellement utilisé dans le traitement de la Covid-19. Et donc l'idée maintenant c'est de recruter au total 250 patients, 50 dans chaque bras. Et puis nous allons suivre ces patients pendant une certaine période de temps, au minimum pendant 15 jours. Et puis voir si, après 8 jours de traitement, quelle est la proportion de patients qui seront guéris ou bien qui auront une charge virale non détectable. Donc voilà à peu près le grand principe de cet essai thérapeutique. L'essai démarrera le lundi, puisque pendant tout le temps, nous étions dans la phase de préparation de l'essai, qui a consisté d'abord à élaborer un cahier d'observation, qui a consisté à former les acteurs. Nous avons terminé la formation des acteurs cette semaine. Ils étaient plus de 22 acteurs cliniciens et 9 biologistes qui ont été formés, qui participeront à l'essai. Nous avons réceptionné les cahiers d'observation. Nous sommes partis également sur le terrain pour faire une visite de terrain, pour faire les derniers ajustements. Donc lundi, plus théoriquement lundi, nous allons commencer à enrôler les premiers patients dans l'essai. C'est de comparer si les phytothérapies ou les plantes traditionnelles font aussi bien que l'hydroxychloroquine ou bien peut-être font mieux que l'hydroxychloroquine. Et enfin, c'est de pouvoir voir s'il y a effectivement une solution endogène, puisque nous avons reçu des appels pour savoir que les tradithérapies font aussi bien que ces tradithérapies pourraient éventuellement soigner le coronavirus. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. C'est pour cela que les praticiens de la médecine moderne et les praticiens de la médecine traditionnelle se sont mis ensemble. Donc pour une fois, nous allons utiliser leurs recettes, nous allons évaluer selon nos procédés et après nous allons tirer les conclusions. Nous espérons qu'avec cet essai qui est une première, ceci pourra s'étendre à d'autres pathologies, notamment le diabète, l'hypertension qui constituent des problèmes de santé publique en Afrique. Alors, c'était le professeur Ekwevi qui est président du comité scientifique dans cette lutte que le Togo fait contre le coronavirus. Et c'est plutôt bonne nouvelle que la phytothérapie et la médecine conventionnelle, la médecine moderne se mettent ensemble pour trouver solution à ce problème et que l'on en soit déjà là, arrivé à ce stade assez avancé, opérationnel de la chose. Hein. Professeur Kassan-Kognon, quelle est votre appréciation de cet état de choses? Bon, ma première appréciation, c'est que c'est une bonne chose, hein, parce que bon, moi j'ai fait l'OMS, hein, oui. Et il y a de cela un peu plus de 20 ans, on disait que dans chaque formation sanitaire,
s'il peut y avoir une association de la médecine moderne et de la médecine qu'on dirait un peu naturelle ou traditionnelle. Depuis 20 ans, cette recommandation a été faite par l'OMS ou bien c'est une proposition? C'est une recommandation de l'OMS du Bureau Afrique. Ah oui, aux structures, aux pays. Il y a certains pays qui l'ont appliqué. Et, par exemple, je sais qu'au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo, il y a quand même une direction qui est chargée un peu de la médecine traditionnelle et des tradithérapies. Mais l'association dans les hôpitaux n'était pas encore effective. Voilà. Peut-être que ça peut être un premier pas. Oui. Avec Covid-19, pour faire cette association. Et après, comme l'a dit le professeur Kovi, peut-être qu'il faut faire pour d'autres pathologies qui sont plus courantes, telles que le paludisme, telles que le diabète. C'est cela. Maintenant, en ce qui concerne l'étude proprement dite, j'espère qu'ils vont suivre toutes les phases et que ça ira jusqu'à la phase de l'OMS où ça doit passer devant un comité des experts indépendants pour savoir si ce que le Togo fait c'est reconnu internationalement. Voilà ce que je peux dire. C'est cela. Donc on a comme l'impression, on a comme l'impression, peut-être faussement, que la structure dont vous parlez, l'OMS, était réticente à la médecine traditionnelle, aux tisanes que nous préparons. Donc ce n'est qu'une impression et qui est fausse finalement. Non, ce n'est pas parce que j'ai dit l'OMS Bureau Afrique, parce qu'en Afrique on utilise beaucoup la médecine traditionnelle. Donc l'OMS a 6 bureaux régionaux. Donc c'est contingent, c'est fonction des contextes. Voilà, pour l'Afrique, il n'était pas du tout réticent. Donc il appartenait au pays d'appliquer ou de ne pas, puisque les pays sont souverains, ou de ne pas appliquer. Donc je pense qu'avec cette expérience de l'université, c'est probablement une première étape. Super. Et docteur, c'est ça? Si, moi c'est une étude à saluer. Moi je leur dis chapeau. Il faudra un jour oser, essayer. Félicitations au professeur Ekovi et son équipe, tous ceux qui sont autour de ce travail-là. Mais non, bon, il a dit, si ça commence lundi, on attendra 2 semaines pour avoir les résultats. J'espère qu'on nous dira tout autour des résultats. Ça sera aussi, ces résultats viendront, nous, médecins, parce que nous exerçons la médecine moderne. Donc, avec ces résultats, on sera aujourd'hui reconforté en se disant, tout à l'heure, il a fait cas des pathologies que nous gérons, l'hypertension artérielle, le diabète. On verra avec d'abord cette première étude, les résultats qui sortiront de cette étude. Et pourquoi pas, on étalera, disons, ces protocoles à la prise en charge des pathologies cardiovasculaires qui sont aujourd'hui ou qui représentent réellement un véritable problème de santé publique. Alors, c'est quoi la démarche généralement? Il commence 14 jours, on voit qu'il y a des résultats probants. Oui, c'est ce qu'on commencera en même temps à l'appliquer aux malades du Covid au Togo ou alors on attendra. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Généralement, comme il a dit, il va prendre 50 patients par groupe. Puisqu'il a dit qu'il y a 4 phytomédicaments, un autre qui sera le groupe de référence. Donc, le premier pas, c'est 50, un nombre limité. Voilà. S'il constate que ça marche, il faut augmenter le nombre jusqu'à 100, 200, etc. Et voir est-ce que ça marche également. Et voir est-ce qu'il y a des effets secondaires, etc. Donc, ainsi de suite. Donc, même si c'est positif, ce n'est pas après 14 jours qu'on va commencer. On va commencer par l'utiliser au CHR pour traiter les gens. Non, en 14 jours, mais en 14 jours, 15 jours, on aura des résultats. Des résultats. Comment sur le premier groupe qui a commencé puisque la durée de la prise en charge, généralement, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Ça peut traîner sur 3 semaines, mais vraiment, vivement qu'on ait de bons résultats. Alors, est-ce que pour les personnes hospitalisées au CHR, est-ce que vous les surprenez prendre des décoctions, des tisanes? Parce qu'on est champion là-dedans. Avec le Covid-19, la médecine moderne n'a pas encore dit son mot, donc tout le monde y va de sa prescription. Bon, je signale qu'on n'est pas permanemment avec eux. Mais vous savez, au CHR, le mieux commune, c'est sauf qui peut. Hein.
En dehors de tout ce que vous faites. Vous savez, les gens, beaucoup prennent de l'artémisia, beaucoup prennent de la vitamine C, beaucoup prennent... Bon, ça, c'est pas très grave, vous les laissez faire, parce que vitamine C, ça les booste, je pense. Donc, surtout l'artémisia, bon, tout le monde en prend. Et maintenant, est-ce que ça aide vraiment? Pas d'études scientifiques encore ici. Sur le sujet. Non, mais ce que moi je voulais dire concernant l'essai qu'ils sont en train de faire, moi, si on voit le cas de l'Inde, de la Chine, ils utilisent beaucoup plus les produits, c'est-à-dire les herbes pour pouvoir assurer leur traitement. C'est en Afrique vraiment, il y a beaucoup, au niveau des communes, la moitié utilise les tisanes, les herbes pour se guérir. Donc il serait intéressant qu'on puisse se pencher sur vraiment aider les gens, quelle dose. C'est ça le problème. On ne nie pas l'efficacité de ces herbes, mais il faut cadrer. Il faut savoir. Donc c'est une première expérience, et il a bien dit, il serait intéressant de continuer. C'est-à-dire il y a les herbes, parce qu'avant la médecine moderne, avant l'Antiquité, nos parents se traitaient avec les herbes. Maintenant, quelle dose il faut faire appliquer pour telle maladie, voilà. Pour telle maladie. Donc, je pense que c'est une bonne expérience et on suppose qu'ils vont continuer avec d'autres maladies. C'est ça. Et vivement, ça c'est la contribution donc du Togo. Nous sommes dans le mois de la consommation locale. C'était le clin d'œil de l'utilisation du génie togolais dans la prise en charge, dans la recherche de solutions contre le Covid-19. Au-delà de ce qu'on fait déjà de la production de masques artisanaux, au-delà de la production de solutions hydroalcooliques, de gel hydroalcoolique, le génie togolais est à l'œuvre et c'est bien de l'utiliser pour des problèmes qui nous concernent, pour trouver donc des solutions à ces problèmes qui nous concernent. Alors, on va finir rapidement, Monsieur le maire, avec l'impact du Covid sur les ménages. l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques a réalisé, je vous le disais, une étude qui a quand même révélé que 62% des emplois sont affectés par le Covid et les ménages ressentent le coup vraiment durement. Est-ce qu'il y a un accompagnement que vous faites aux populations, au-delà de les sensibiliser à respecter les mesures barrières pour briser la chaîne de propagation du virus? C'est vrai qu'au début, il ne faut pas nier, l'État a pris les mesures pour pouvoir accompagner la population, mais c'est vrai que plus ça dure dans le temps. Et ça risque de durer encore dans le temps. Ça risque de durer encore, l'État n'aura pas suffisamment de moyens. Vous voyez que le taux aussi augmente, on n'aura pas suffisamment de moyens pour pouvoir prendre. Donc ce que nous disons à la population, c'est de vivre avec la maladie. Vivre avec la maladie, c'est de dire qu'effectivement, on vaque à nos occupations tout en prenant les dispositions pour lutter contre la pandémie. On fait en sorte qu'on respecte les mesures barrières tout en travaillant. Donc c'est vrai qu'il y a certains acteurs. C'est pour cela qu'au niveau des bars, on pourra déjà fermer les bars. La fois passée, on a fait une séance avec les tenanciers des bars. Donc on est en train d'organiser maintenant la reprise d'activité, mais tout en respectant le voilà. Donc c'est vrai, il y a aussi des actions des ONG, mais ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous ne pouvons pas mettre aussi tout l'argent de l'État pour pouvoir uniquement s'occuper de Covid tout en laissant. Parce que les autres maladies aussi, c'est sûr. Existent encore sur c'est ce qui demande encore plus l'engagement de tout un chacun. Parce que plus on s'y met, plus vite on jugule la maladie et mieux on se porte, les activités vont reprendre et puis tout cela. Merci beaucoup. Aussi l'aide sociale, il faudra que nous puissions, ne laissons pas seulement l'État d'appuyer les gens. Nous sommes à côté, nous, la famille est là. La solidarité africaine légendaire. Que on puisse regarder le voisin qui est en train de... Alors quelqu'un qui fait une activité, à cause de Covid, il ne fait plus l'activité, il faudra quand même
aider la personne. C'est la rentrée qui approche, aider à assurer la rentrée des enfants, entre autres. Monsieur Bolor Kofi Jean, maire d'Agouenivé 2, Délégbacito, merci d'avoir été au cœur de la nation ce soir dans ce débat sur l'actualité du Covid-19 au Togo. On va dire merci à Dr Sesso Zouera, médecin et cardiologue, intervenant au CHR Lomé Commune pour la prise en charge des malades du Covid-19. C'est les conseils qu'on va rappeler encore pour finir rapidement. Bon, moi, je dirais, comme je l'avais dit tantôt, mon message s'adresse aux patients porteurs de maladies cardiovasculaires qui représentent ou qui ont un risque plus élevé d'être infectés, mais aussi de développer les cas sévères de Covid-19. Tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter, de prendre bien leurs médicaments, d'honorer à chaque fois le traitement prescrit, d'être toujours en contact avec un soignant pour demander des astuces ou des conseils, de vérifier si le traitement institué marche ou pas. Donc il faudra aussi respecter, poursuivre le suivi médical prescrit par le médecin et puis respecter les mesures barrières pour le coronavirus. Les mesures barrières. Le coronavirus. Voilà. Merci docteur et merci également au professeur Kassan Kognon Yao, professeur agrégé de santé publique et ancien fonctionnaire de l'OMS, d'avoir partagé cette discussion avec nous. Portons nos masques, c'est ça? Respectons les mesures barrières? Respectons les mesures barrières pour que le Togo puisse en finir avec la Covid-19. Parce que quand on regarde les données au niveau de l'Afrique, elles sont en train de baisser. Suivons la tendance. Baisser nos données. C'est cela. Merci beaucoup. Pour que les activités reprennent aussi. Voilà. Merci d'avoir pris part à cette discussion. Merci d'avoir suivi cette émission chez vous. Passez une très belle soirée. Au revoir et à très bientôt. Merci.